qu'il n'est pas dédouané encore. La procédure continue. Vous savez qu'une procédure devant la Cour de cassation, ça prend des mois, parfois même des années. Et lorsque le juge de cassation se sera prononcé, ça sera un jugement définitif. À ce moment-là, maintenant, nous saurons si réellement Kamere était coupable ou pas. Info 243 au cœur de l'actualité. Voilà, bonjour à vous tous très chers internautes de Info 243. Très heureuse de vous savoir très nombreux en train de nous suivre de partout au monde. Je vous remercie pour votre fidélité à votre chaîne. Je dis bonjour à Raphaël Walukonka, mon DG. Sans plus tarder, je vais vous présenter Sori, mon invité, M. Willy Michiki. Sans plus tarder, je dis bonjour. Bonjour madame. Comment la santé? Oui, la santé, ça va très bien. Comme l'Union sacrée a les vents à poupe, en tout cas, nous nous portons bien. Ok, selon vous, l'Union sacrée, ça va? Oui, ça va, vraiment ça va. Il y a vraiment de l'espoir pour le Congo de demain. Mais de départ, répétitif? Non, c'est inhérent à la vie humaine. Hein. Combien de départs? Il n'y a que deux. Et puis, ces départs-là ne pèsent pas. Il y a Sessanga, mon ami Deli. Oui. Il y a aussi Maki Mkabaye qui n'est qu'un simple député provincial. Donc ils sont partis à Singleton. Ils ne représentent même pas 0,1% de lui. 0,1% de lui de l'Union sacrée. Donc c'est vraiment insignifiant. Leur départ ne vous est pas dérangé? Absolument non. D'ailleurs, moi j'aimerais que la plupart d'autres encore qui ne partagent pas cette vision puissent partir. Je les encourage à partir. Parce que nous voulons avoir dans l'Union sacrée les hommes et femmes qui partagent la vision du chef de l'État. On ne peut pas avoir deux visions, madame. Il n'y a qu'une seule vision à laquelle nous avons adhéré, qui a été présentée par le chef de l'État à travers son discours magistral du 6 décembre 2020, où il a déterminé les Congo de demain. C'est toute une vision. Comme moi j'ai dit aux amis qui ne partagent pas cette vision-là ou qui ont adhéré à l'Union sacrée par opportunisme avec des petits calculs politiciens. En tout cas, la porte et l'air est grandement ouverte. Ils sont les bienvenus au départ. Et les bien partants. Tout à fait, parce qu'on ne peut pas être avec... Parce que nous voulons demain construire un Congo. Le Congo de demain que nous envisageons, nous devons partager la même vision. Okay. Si déjà nous sommes divisés au départ, alors mieux vaut créer notre vision. J'encourage les amis qui prétendent partir d'avoir une autre vision que celle que nous avons aujourd'hui, la vision Fachi. Ok, merci. Alors, hier, vous le savez, Kamere a été libéré. La Cour de cassation lui a accordé, disons, une liberté provisoire. Votre impression? Oui, il faut dire que c'est vrai que Kamere est une figure politique emblématique. Sa libération, certainement, devrait susciter beaucoup de questions, mais au regard de la loi, notamment l'article 47 de la procédure devant la Cour de cassation, un condamné peut solliciter une liberté provisoire. Et rappelez-vous que ce n'est pas la première fois que M. Kamere demande une liberté provisoire. Il l'a fait au tribunal de grande instance, il l'a fait même à la cour d'appel, mais cette fois-ci, comme il était devant les hauts magistrats, les juges qui ont constaté son bulletin médical et que sa vie était en danger, on le lui a accordé. Et puis une libération provisoire ne signifie pas que Kamere est dédouané de poursuites engagées contre lui. C'est le temps d'examiner les dossiers, mais on a estimé que son état de santé ne le permettait pas de rester dans les conditions carcérales. Donc je ne vois même pas vraiment de problème, puisque la loi l'a prévu. La loi l'a prévu. Son malheur seulement, c'est d'être une figure emblématique, c'est tout. Ouais. Parce que la cause de son incarcération, c'était, sa condamnation était qu'il avait détourné de millions de dollars. Et je ne sais pas, quand une liberté provisoire lui a été accordée, il a-t-il remis une grande partie d'argent? Oui, parce normalement... En regardant les vidéos, on voit qu'il est bien portant. Oui, oui, normalement, lorsqu'on est dans une procédure pénale, lorsqu'on fait appel, l'appel est suspensif de toutes les charges poursuivies portées contre M. Kamere. Okay. Donc aujourd'hui, la condamnation que Kamere a eue
au degré inférieur tombe automatiquement. Donc, tous les faudrait maintenant, oui, ça tombe le temps que le juge de la cassation puisse examiner cette affaire, réexaminer cette affaire. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que puisqu'il a été accusé, puisque vous savez, lorsque le juge de cassation se sera prononcé, ça sera un jugement définitif. À ce moment-là, maintenant, nous saurons si réellement Kamere était coupable ou pas. Pour le moment, il jouit des présomptions d'innocence. Malheureusement, pour ceux-là qui ne comprennent pas les droits, c'est ça les droits en fait. Pas mal de Congolais, ici comme ailleurs, ils concluent que c'est de la politisation, cette affaire d'incarcération, libération des Kamere. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, je ne pense pas qu'il y a de la politique. D'abord, la justice, elle est indépendante dans ce pays. Rappelez-vous que M. Kamere a mené une bataille judiciaire très difficile. Et aujourd'hui, le fait de lui accorder une libération provisoire ne signifie pas qu'il est dédouané des poursuites engagées contre lui. Les gens doivent comprendre une chose. Lorsque nous prônons la démocratie c'est une valeur. Et cette valeur-là a des normes. Et parmi les normes, il y a le respect de la Constitution, le respect des lois de la République. Or, en procédure pénale devant la Cour de cassation, il est prévu que l'accusé peut solliciter une libération provisoire. Il appartient au juge d'apprécier les conditions. Si le juge a apprécié les conditions, a été convaincu des conditions présentées par M. Kamere, moi je ne vois pas de problème. D'autant plus qu'il n'est pas dédouané encore. La procédure continue. Vous savez qu'une procédure devant la Cour de cassation, ça prend des mois, parfois même des années. Moi je connais des dossiers qui ont pris plus de 3 ans à la Cour de cassation. Est-ce que devrions-nous sincèrement accepter que s'il était innocent, qu'il reste en prison pendant 3 à 4 ans? Non. Il faut lui laisser la liberté, évidemment. Cette libération provisoire, elle est conditionnée, assortie de certaines conditions. Peut-être il ne pourra pas exercer une fonction qui lui permettrait peut-être de brouiller les preuves. Il ne pourra pas se déplacer sans l'autorisation de son juge naturel. Donc, il y a tout un temps, des conditions qu'on va lui imposer. Et puis, après avoir payé, évidemment, la caution qui est requise par la Cour de cassation. S'il souhaitait adhérer à l'Union sacrée? Non, Vital Kamere est membre de l'Union sacrée, puisque même si Cash n'existe pas formellement. Il est directeur du cabinet du président de la République, suite à tout ce qui s'est passé. Bon, oui, ce n'est pas le fait d'avoir... Moi, je n'ai pas de fonction dans les gouvernements. Je n'ai aucune fonction, mais je suis dans l'Union sacrée. Je suis même précurseur de l'Union sacrée, puisque c'est moi qu'on appelle Jean-Baptiste. J'avais annoncé les tsunamis qui emporteraient la coalition FCC Cash, et j'ai dit, les méfis viendraient, qui est Félix Tshisekedi. Mais je n'ai pas de fonction. Ce n'est pas le fait qu'on est dans l'Union sacrée, on doit nécessairement avoir une fonction. Donc, moi, j'estime que pour nous, nous avons une vision du Congo de demain. Nous estimons que si les choses marchaient bien, avec la vision Fachi, nous tous, même dans le secteur privé, nous pouvons bien nous retrouver. D'accord, excellente, merci. Prenons touchant à ce point, il est vraiment capital. Congo Hold Up. Que comprenez-vous des Congo Hold Up avec toutes ces accusations contre votre ex-autorité morale, Joseph Kabila Kabange, notre président de la République honoraire? Oui, d'abord je voudrais apporter une correction pour dire que je n'ai jamais été dans la famille politique de M. Kabila, ni dans son PPRD, encore moins dans la majorité présidentielle de l'époque ou dans l'FCC. Comment ça? J'ai fait partie pendant un moment d'un gouvernement d'union nationale comme représentant de l'Issoral, Union l'Issoral qui venait de l'opposition. C'était un gouvernement de coalition. C'est comme lors de la coalition FCC Cash, vous n'allez pas dire à tous les membres du gouvernement qui étaient issus du FCC qu'ils sont devenus IDPF, puisqu'ils étaient les présidents de l'époque actuelle et de l'IDPF. Non, pas du tout. Mais en ce qui concerne Congo Hold Up, il y a à boire et à manger. D'abord, nous devons comprendre que le fait aujourd'hui de mettre à la place publique notre président honoraire de la République, c'est l'image de la RDC qui est entamée. Il ne faut pas oublier ça. Vous savez, ce qui arrive aujourd'hui
Kabila peut arriver même à n'importe autre président. Nous devons quand même préserver la dignité de personnalités qui ont eu à exercer certaines fonctions pour la République. C'est pourquoi tout ce qui a été dit, pour moi, constitue des accusations. Ça peut être vrai ou pas, mais j'estime qu'il faudrait donner l'occasion à M. Kabila de pouvoir s'exprimer. Or, l'unique possibilité au regard de la loi et de la Constitution pour qu'un ancien chef d'État soit entendu, puisqu'il y a une loi ici qui régit les statuts des anciens chefs d'État, on doit lever les immunités de M. Kabila comme sénateur à vie. Et je dis ici, et je précise, j'insiste même, que le fait d'élever les immunités du président honoraire ou sénateur à vie ne signifie pas qu'il est d'office coupable. Je sais, j'ai été dans le gouvernement Kabila, j'ai été dans le gouvernement Mobutu, il y a beaucoup de pratiques que nous avons connues, que parfois les chefs de l'État étaient ignorants. Il y a même des gens qui opéraient au nom du chef de l'État sans qu'il le sache. Rappelez-vous que lui-même, Kabila, pendant tout son mandat, il a crié haut et fort pour dire qu'il avait besoin de 15 personnes. Les a-t-il eu avant la fin de son mandat? Je doute fort. Or, nous connaissons comment les collaborateurs du chef de l'État sortant opéraient au nom de Kabila. Moi, je crois que si Kabila pouvait avoir l'occasion de parler de tout ce qui est porté comme lui, contre lui dans ses rapports de Congo Hold-up, je crois que l'opinion publique pourrait être mieux éclairée et surtout la dignité de notre République serait restituée. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, ce n'est pas Kabila comme individu, c'est la République qui est cachée. On montre qu'il y a une mafia qui est opérée au chef de l'État. Et puis comment vous êtes président de votre pays, vous allez voler votre propre pays. Ça n'a pas de sens. Vous avez été élu par votre peuple. Et puis Kabila, c'est un père de famille. Il a des enfants aujourd'hui. Les SIFA, les musées, ses enfants vont dire: ah, notre père Kabila en tant que parent d'abord. Est-ce que les Européens ne chercheraient-ils pas sa tête? Bon, moi je ne pense pas que Kabila serait poursuivi. Parce que Kabila est l'un des rares d'abord chefs d'État qui, après son mandat, n'a aucun mandat d'arrêt contre lui, aucun compte bancaire bloqué, contrairement à ses prédécesseurs ou d'autres qu'on a connus. Donc je ne pense pas que ça soit une chasse à l'homme, je ne pense pas. Vous savez, la presse, elle est libre. Les ONG sont libres de faire leur travail, mais il faudrait que rapidement la justice congolaise se saisisse de cette affaire pour que toutes les personnes citées soient entendues. Or, parmi les personnes citées, il y a Kabila lui-même. Et pour que Kabila soit cité, on doit malheureusement lever ses immunités. Et ce n'est pas mauvais pour lui. Moi, je disais même à Matata, depuis, je disais non, le fait d'enlever vos immunités ne signifie pas que vous êtes d'office coupable. On a vu dans l'affaire des arrestations, il a été acquitté. Il est sorti grand. On a vu dans l'affaire de Bukangalozo, la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente. Donc, moi, je crois sincèrement que Kabila devrait faciliter pour que la vérité puisse triompher. Parce que pour que la vérité triomphe, il doit parler. Il ne doit pas parler à les médias. Il doit se mettre à la disposition d'une commission qui serait constituée par le gouvernement congolais en vue d'enquêter sur cette affaire. Est-ce qu'il le fera? C'est ça la grande question. Bon, s'il ne le fait pas, le monde entier... On craint que cela puisse entacher la cohésion nationale. Parce que notre Congo, notre pays qui est la République démocratique du Congo doit demeurer soudé, doit rester un, comme on dit. Non, je ne pense pas, madame. Vous savez, la justice, c'est le fondement. Vous savez, j'ai toujours dit que aujourd'hui, la justice élève la nation. Et si M. Kabila refusait de collaborer, de coopérer avec cette commission d'enquête, la postérité, même aujourd'hui, on retiendra qu'on a eu un président de la République qui était voleur. Vous vous rendez compte? Ce sera la première fois, même Mobutu, on n'a pas été têté, on avait un président qui s'appelait Joseph Kabila qui a volé de l'argent de l'État. Un parent. Confirme des dizaines de dollars, donc 138 000 $. Ça, c'est la partie visible d'ICBR, madame. Il y a beaucoup, nous connaissons beaucoup, puisque j'ai été dans le gouvernement, j'ai été aussi dans les affaires. Ça, c'est vraiment rien, c'est vraiment insignifiant. Il y a beaucoup de choses. Mais moi, je crois que Kabila doit faciliter
la mise en place d'une commission et se mettre à la disposition de la justice, pas comme présumé coupable, mais comme innocent, puisque son honneur en dépend. Merci. Dites-nous un peu, qu'est-ce qui a fait votre basculement? C'est-à-dire quitter l'FCC, qui est le PPRD, pour adhérer à l'AFDC allié. Oui, madame, j'ai dit ici et je redis encore que je n'ai jamais été dans les FCC ni dans les PPRD. Même dans la majorité présidentielle de l'époque, ils sont là. Vous les connaissez très bien. Quand je parle comme ça, ils viendraient faire un démenti. Je n'ai jamais été avec eux, puisque je n'ai jamais cru en leur vision. C'est vrai, j'ai fait partie à un moment donné dans un gouvernement de coalition, espérant changer les choses, mais lorsque j'ai constaté que les amis, leur politique était fondée sur la chosification du Congolais, j'ai dit, je ne me retrouve pas dans ces regroupements. C'est comme ça que même je n'ai pas été candidat de FCC. J'ai été dans la Mouka, j'ai même bâti campagne, je ne me gêne pas, de Martin Fayoulou pendant les élections passées. À Goma, quand Martin est arrivé, avec mon frère Mouzito et Madame Eb Bazaïba, c'est moi qui étais au pied de l'avion pour les accueillir. Donc j'étais dans la Mouka, je n'étais pas. Mais après, la Mouka, malheureusement, il y avait un problème de prise de décision, d'autant plus qu'il y avait un conflit au niveau déjà de la coordination de la Mouka. C'est comme ça que j'avais adhéré dans l'AFDC allié, puisque j'ai toujours été séduit par le professeur sénateur Bahati Modeste. Et lorsque je regarde l'AFDC allié, c'est le regroupement qui a fait le meilleur score aux élections passées, et la majorité des leaders de l'AFDC allié sont issus de la société civile, dont ils ont quand même un minimum de soucis pour le peuple. Donc j'ai quitté la Mouka pour entrer dans l'AFDC allié. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que c'est là vous inspire votre adhésion, c'est là vous inspire de confiance? Oui, en tout cas, je dois dire que je me sens à l'aise, puisque ce que j'aime dans l'AFDC allié, je suis membre de la conférence de présidents. Il n'y a aucune décision qui puisse être prise en dehors de la conférence des présidents. Il n'y a pas de dictature comme je le voyais à la Mouka. 2-3 messieurs se réunissent, ils disent qu'ils sont les leaders, alors que nous sommes des chefs de parti comme eux, et ils prennent des décisions à notre nom. En tout cas, ça, vraiment, je félicite le professeur sénateur Bahati Modeste pour cette démocratie qu'il a implémentée au sein de l'AFDC allié. Ok. Dans le prochain, en fait, d'ici là, nous aurons appris que les remaniements Souris se fera. Oui, moi j'ai dit que... Vous serez partie de la nouvelle équipe non, madame, vous savez, moi j'ai été 8 fois remanié. Donc j'ai l'expérience du gouvernement. En tout cas, je prépare ma retraite en 2028. Donc le gouvernement en tout cas ne m'intéresse pas. Moi, Willy Micheki. La preuve, je n'ai pas été même candidat. Donc vous savez, le problème, les gens croient que tout le monde veut être au gouvernement. Non, il n'y a pas qu'au gouvernement. Nous pouvons aussi les accompagner comme on le fait. Tout un État dans le secteur privé ou comme des conseils. Nous pouvons leur prodiguer des conseils, je ne pense pas. Et puis, le remaniement est une bonne chose, puisque après presque 7 mois, 8 mois, on peut évaluer le gouvernement. C'est vrai que tout le monde n'est pas excellent dans ce gouvernement. Il y a certaines failles qu'on a constatées. On peut les renforcer, soit permettre certains ministres ou peut-être prendre d'autres qui entreraient. Mais moi, je crois que le fait de quitter le gouvernement ne signifie pas que vous êtes piètre figure ou on ne veut pas de vous, ou c'est l'occasion pour vous de quitter l'Union sacrée, aller ailleurs. Je crois que nous tous, la preuve, moi je ne suis pas au gouvernement, mais je soutiens ceux qui y sont, puisque c'est par conviction politique. Voilà. S'il faut faire un bilan, je vous donne un bilan sur le gouvernement des Warriors, il serait négatif ou positif? Non, en tout cas, vous savez, le gouvernement Sama, c'est un gouvernement, un bébé d'à peine 7 mois. Mais lorsque nous regardons ce que le gouvernement Sama a pu faire dans 7 mois, il a presque effacé les 18 ans et 2 ans de bonus accordés au FCC. Ah bon? Il a fait beaucoup de choses. Comment le peuple qui ne font rien, non, le peuple n'est pas satisfait toujours? Non, le peuple, la population doit comprendre que nous venons d'un trou béant. Nous étions à moins négatif. C'est maintenant que nous sommes en train de monter petit à petit à zéro. Donc les effets, aujourd'hui, il faut attendre. Et puis lorsque le gouvernement fait des projections, ça prend du temps. Aujourd'hui, nous voulons commander des bateaux de pêche. Ce ne sont pas des bateaux qui naviguent. On commande la fabrication. Ça prend au moins 6 mois.
6 mois pour que les bateaux soient fabriqués. Pour que les bateaux fabriqués arrivent ici, ce n'est pas moins de 2 mois, 8 mois. Donc c'est toute une vie d'un gouvernement. Donc il faut que les gens soient patients. C'est comme je disais, pour les produits surgelés, tout le monde disait, ah non, aujourd'hui, nous allons avoir 2700 tonnes de produits surgelés qui vont venir. Mais ça a pris du temps pour les commander. Il y a déjà 1400 qui sont déjà à Matadi disponibles. Donc pendant les fêtes, les gens auront aujourd'hui, il faut dire que même pour la question sécuritaire à l'Est, les gens ne veulent pas. Ce n'est pas un bateau magique. On va les opérations militaires, avant de chuter sur ce qui se passe à l'Est. On dirait vous venez d'entamer un point très très sensible actuellement. Avant de venir, c'est pas de la rumeur. Quelques vendeurs ne veulent en fait enfermer leurs magasins, etc. parce qu'il n'y a pas d'histoire à vendre. Quand est-ce que ces produits surgelés arriveront ici à Kinshasa? Bon, les histoires sont toujours... Le prix c'est toujours je ne suis pas le porte-parole du gouvernement, encore moins du ministère de l'économie qui est en charge de ce secteur. Mais d'après les informations à ma possession, il y a déjà plus de 1400 tonnes qui sont disponibles à Matadi, qui n'attendent que la logistique nécessaire. Donc au total, il y aura 2700 tonnes de produits surgelés qui sont prêts. Déjà même au port, il y a une petite quantité qui reste au port de la Namibie, de Windhoek. Et aujourd'hui, nous avons déjà 1400 disponibles ici chez nous. Donc je peux rassurer les Quinoises et Quinois que nous allons bien fêter. Il n'y a pas que les poissons, mais il y a aussi la farine de maïs aujourd'hui qui a produit par les ex-Kuluna. Vous avez vu sur les marchés. Nous avions toutes ces images, ça, ce sont des réalisations. Il faut être vraiment aveugle. Aujourd'hui, les paniers de la ménagère commencent à s'améliorer. Ce sont des efforts que le gouvernement est en train de faire. Au-delà de la réserve d'échange qui est passée de 900 millions de dollars laissés par Kabila, aujourd'hui nous sommes à 3,7 milliards de dollars. Et même beaucoup de pays, même développés, ne comprennent pas comment, pendant cette époque de récession économique, nous arrivons à faire de telles performances. Vous avez vu le lancement de la campagne des 145 territoires qui vont connaître aujourd'hui des investissements du gouvernement. Donc il y a quand même quelque chose qui est fait. Le ministre du développement rural, chaque jour, il fait une action quelque part pour produire de l'eau ou de l'électricité. Ce sont des petites choses quand même qu'on ne voit pas, mais regardant d'où nous venons, je peux dire que le gouvernement Sama est en train vraiment de faire quelque chose et que d'ici la fin de 2023, nous pourrons vraiment être capables aujourd'hui de voir un Congo qui est en train de s'améliorer. Merci pour la situation de l'Est, parce qu'apparemment jusque-là, la paix totale, il n'y a pas son rétablissement. Non, je voudrais dire ici que dans les opérations militaires, il faut la patience. Ce n'est pas du jour au lendemain que la situation pourrait se normaliser. Comme vous le savez très bien, nous sommes aujourd'hui à, je crois, 13e prorogation. Mais lorsque vous regardez les résultats sur le terrain, il faut dire qu'il y a des milieux qui n'étaient pas accessibles par la population, qu'on peut aujourd'hui fréquenter. Je prends par exemple chez moi au Nord Kivu, les gens n'allaient plus à Benimbao, les gens n'allaient plus à Mangina, puisqu'il y avait une sécurité totale. Et l'approche que j'ai toujours privilégiée personnellement, c'est l'approche communautaire. Il faut impliquer les communautés locales, puisqu'il n'y a pas une meilleure armée aussi aguerrie, aussi organisée que la population locale. Nous, à Walikale, on a réussi nous-mêmes, comme population, à nous débarrasser des FDLR interamoués, sans les concours du pouvoir public, et encore moins des FARDC ou de la PNC. Nous avons réussi nous-mêmes, puisque nous nous sommes dit, notre terre, la terre de nos ancêtres est envahie, nous devons nous prendre en charge. Cette expérience-là, je voudrais bien la partager avec les amis du Grand Nord, donc Beni Lubero, avec les amis aussi de l'Ituri, puisque quand la population est impliquée, c'est une victoire totale. Moi, je ne peux pas comprendre sincèrement. Je suis chez moi à la maison, je contrôle bien mon espace
et quelqu'un vient de l'extérieur, il m'égorge. Non, ça c'est de la blague. Ils sont à la base vraiment de tout ce qui se passe là-bas à l'est du pays. C'est trop flou. Non, c'est pourquoi moi j'ai dit, quand on me parle des ADF, EDF qui viennent de l'Ouganda, moi j'ai dit non, ce sont des locaux. Vous savez, les EDF sont là depuis 1995. Ils ont eu à se marier à nos femmes se sont mariées à certains hommes, leurs femmes se sont mariées aussi à nos hommes. Donc il y a eu mixage. Et lorsque on est dans cette partie des Grands Nord, on a difficile même à faire la nette distinction entre un Ougandais qu'on appelle Mukonjo, de Beni, de Kassese par exemple, ou Bulawayo, et un Nande de Beni. Ils parlent presque la même langue, morphologiquement ils sont les mêmes. Et ce sont ces gens-là qui profitent de cette confusion-là pour commettre les dégâts. Moi je pense qu'aujourd'hui, c'est comme ça que nous avons salué l'arrivée des troupes ougandaises, puisque, vous savez, EDF est une rébellion ougandaise. Ça ne se justifie pas qu'une rébellion ougandaise puisse se retrouver chez nous au Congo, combattre notre gouvernement. Ça n'a pas de sens. Alors, comme les Ougandais connaissent mieux cette rébellion, parce que ça fait plus de 4 décennies que le gouvernement de Museveni combat les EDF, jusqu'à parvenir à les chasser de l'espace ougandais pour qu'ils se retrouvent chez nous. Donc, le fait qu'ils connaissent mieux leurs frères ougandais, nous pensons que c'est une nouvelle étape que nous venons de franchir aujourd'hui dans la lutte contre le terrorisme. Et vous avez vu, les premiers bombardements ont donné des fruits. Et lorsque les gens disent que non, il n'y a pas eu autorisation du Parlement, non, moi-même je me rappelle, lorsque le chef de l'État a reçu les députés nationaux de l'Ituri et du Nord Kivu, ils avaient eux-mêmes émis le vœu au chef de l'État de pouvoir mutualiser les forces en faisant recours aux forces étrangères. Et c'est ce que le chef de l'État a fait en accédant à la demande de l'Ouganda. D'ailleurs, je dois dire, madame, moi, dans ma stratégie politique, j'ai compté faire une action individuelle. Poser des bombes même en Ouganda, signer EDF pour les amener à venir ici. Dieu ayant entendu nos prières, le seul attentat qui a eu lieu en Ouganda, l'Ouganda s'est réveillé et ils ont réagi. Alors, combien de cas nous avons connus chez nous et on n'a rien fait? Et on a senti réellement que les Ougandais sont déterminés. Plus de 1700 hommes aujourd'hui se retrouvent chez nous. Il y a encore 300 qui sont en route vers la RDC. Et d'ici 2 mois, nous allons faire l'évaluation. Donc moi, j'estime que c'est une très bonne chose. Il faut la patience. Vous savez, dans les opérations militaires, les Américains, dans les opérations militaires, il faut la patience. Les Américains ont fait 20 ans en Afghanistan, mais ils sont repartis sans mettre à nu ou débouter les talibans. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas facile, malgré les moyens technologiques, militaires et les matériels sophistiqués que les États-Unis ont, ils n'ont pas pu en découdre avec les talibans. Merci, nous sommes vraiment arrivés à la fin. Mot de la fin à tous les Congolais qui nous suivent au travers le monde. Je voudrais dire aux Congolais que ce pays a de l'avenir. Nous devons être optimistes. Il ne faut pas toujours chercher à tout politiser. Ce qui se passe aujourd'hui à la partie orientale de notre pays doit interpeller chaque Congolais. Nous devons être tous unis comme un seul homme, puisque c'est le Congo qui est menacé. Ces gens-là qu'on égorge à Ituri, à Beni, à Lubero, sont des Congolais comme nous. Ça, il se peut que vous ou moi, nous puissions aussi nous retrouver là-bas. On connaît très bien. Moi, je crois que nous devons soutenir les efforts du gouvernement de la République et politiser moins cette histoire. Et c'est comme ça que pour chuter, je réitère encore ma demande à la Chambre basse de pouvoir voter en seconde lecture le projet de loi sur l'habilitation. Puisque ce projet de loi était déjà voté au niveau du Sénat, il ne restait qu'au niveau de la Chambre basse. Puisque si ce vote-là est opéré, ça va nous éviter des prorogations. Et même les députés, les sénateurs qui iront bientôt à vacances parlementaires à partir du 15 décembre, on ne va pas les faire revenir pour continuer à faire des prorogations à prorogation. Mais ça a aussi un effet dissuasif. Lorsque l'ennemi sait que
il y a une loi d'habilitation qui a été votée, donnant les pleins pouvoirs au gouvernement d'agir. En tout cas, si ça ne dépend que de moi, par exemple, l'état de siège pourrait encore faire même une année, au moins. Et même on irait aux élections, puisque même à Goma, je viens de Goma, il y a 4 jours, le niveau de développement aujourd'hui de Goma a beaucoup augmenté. Les recettes ont été triplées. Il y a même des routes qui n'étaient pas réhabilitées depuis des années par les élus civils. Mais les militaires sont en train de les réhabiliter aujourd'hui. Je pense ici particulièrement à la route Goma-Walikale, qui est une route d'intérêt capital. Donc les militaires travaillent. Moi je crois qu'il faut laisser la politisation. C'est vrai qu'il y a des députés provinciaux, les gouvernements provinciaux des deux provinces qui se sentent au chômage, mais pour l'intérêt public de l'État, l'intérêt supérieur de la nation, je crois qu'ils pourraient se priver de tous les avantages qu'ils auraient eu à obtenir s'ils étaient aux affaires. Et privilégier d'abord aujourd'hui la paix, parce que la paix n'a pas de prix. Merci infiniment à vous, M. Willy Michiki. Merci aussi à vous, très chers internautes, de nous avoir suivis. Je le crois bien avec une attention soutenue. Merci à mon DG Raphaël Alukonka. Merci à vous tous. Que Dieu bénisse, comme je le dis souvent en English, our lovely country, la République démocratique du Congo. Retrouvons-nous très prochainement, si Dieu le veut, avec le même plaisir. Au revoir. Info 243 au cœur de l'actualité.